Yo, avant d'entrer dans le vif du sujet, je préfère t'annoncer tout de suite, cette vidéo elle risque d'être assez longue, un peu complexe, je risque de me perdre, parce que j'ai déjà tenté de la tourner plusieurs fois et ça n'a rien donné. Elle risque d'être très difficile à suivre, mais si t'arrives à la suivre, du début à la fin, je pense que t'en ressortiras plus grand, et peut-être même que tu pourras apporter ta pierre à l'édifice. Je me prétends pas être sage ou quoi que ce soit, juste je trouve que les réflexions que j'ai sur le sujet sont très intéressantes et elles méritent d'être partagées. C'est les réflexions en elles-mêmes qui sont intéressantes, pas forcément ce que j'en fais. Alors, pour commencer, je voulais te parler d'un truc, pour te mettre dans le vif du sujet, pour que tu comprennes ce qui m'a amené à avoir cette réflexion-là, qui est, on va dire, le socle même de mon parcours en tant que spirituel, ou même en tant que FJ, si ça t'intéresse, si tu veux. Alors, par quoi commençons? Un jour, je me trouvais tout simplement dans la cuisine de chez moi. J'étais en train de manger, je me rappelle plus du tout de quoi, on s'en fout. Et je me rappelle m'être fait la réflexion suivante. Qu'est-ce qui reste de soi lorsque nous ne nous adaptons pas? Qu'est-ce qui reste de soi lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes? Eh bien, il reste nous-mêmes. Oui, mais c'est quoi ce nous-mêmes? Et puis est-on vraiment sûr et certain que ce nous-mêmes, lorsque nous sommes seuls, n'est pas une face, une facette, encore une autre, pour cacher réellement ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Soi, l'enfant intérieur, l'authenticité, la vraie personne. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours en tant que spirituel. C'est avec ce genre de pensée-là. Et je crois que l'une de mes quêtes principales, c'était justement de découvrir qui était derrière. Derrière ces multiples personnalités, derrière ces multiples facettes qui se présentent à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de nouveau ou qu'on rencontre quelqu'un tout court. Parce que vous aurez remarqué qu'on ne parle jamais de la même manière à deux personnes. Et donc, j'en suis venu à me demander si c'était l'ego qui agissait ainsi, qui se présentait de manière différente à plusieurs personnes, un peu à la manière d'un faux self, comme le dirait si bien Fabien Marchand. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que dans ce genre de croyance, que de croire qu'en dessous de ces multiples facettes de soi que l'on présente à diverses personnes, qu'il y ait quelqu'un en dessous, il y a une violence incroyable envers soi. À mon sens, de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai tiré, c'est extrêmement violent de vouloir paraître pareil, exactement pareil, avec tout le monde. Pourquoi? Parce que tu ne développes pas le même passif avec tout le monde. Tu ne développes pas les mêmes liens avec tout le monde, tu ne développes pas la même connexion avec tout le monde. Donc forcément, il va y avoir des caractéristiques de toi qui vont entrer en jeu et d'autres non. Mais c'est pas parce que tu les refoules ou parce que tu ne veux pas qu'elles entrent en jeu, c'est juste que tu n'en as pas besoin. Dans ces moments-là, tu n'en as juste pas besoin. Pourquoi se sent-on obligé d'être soi, entièrement soi, tout le temps? Pourquoi cette volonté, ce besoin presque maladif de vouloir être à 100% soi tout le temps, de vouloir être la même personne tout le temps, quoi qu'il se passe, comme si on était un roc inflexible et
qui ne peut pas se modeler en fonction des événements, en fonction de la vie qui passe. Je trouve qu'il y a une violence incroyable là-dedans. Parce que justement, c'est rigide. C'est rigide à mort de vouloir être tout le temps la même, de vouloir être tout le temps pareil, peu importe qui tu as en face de toi, ou peu importe les événements. Tu n'es pas tout le temps pareil. Tu varies en fonction des gens, en fonction du passif, et en fonction de ce qui t'arrive dans la vie. Mais est-ce que ça fait de toi une personne fausse pour autant? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait une personne fausse et une personne vraie. Et c'est là justement où j'en suis venu à me poser pas mal de questions par rapport à l'authenticité. Et justement, j'en suis venu à me poser la question de qu'est-ce qu'est l'authenticité finalement. Et je suis passé par beaucoup de stades dans ma compréhension du truc. Je me souviens d'un soir où je rentrais avec mon meilleur ami et où nous discutions dans la voiture de ce qu'est être soi, de ce qui est toi et pas. Et je pense que toi, ce qui te constitue en tant que toi, c'est une multitude de choses. Déjà, il y a des paramètres environnementaux, on ne peut pas les nier. Ce serait être dans le déni que de nier que tu es forgé par ce qui t'entoure, par qui t'entoure, par l'éducation que tu as reçue, par beaucoup de choses finalement, mais aussi par les mauvaises expériences que tu as reçues. C'est-à-dire que les traumatismes font aussi partie de toi, que tu le veuilles ou non. Ils font partie de toi jusqu'à ce que tu t'en occupes. Tu peux t'en occuper, tu peux régler, d'arranger les choses par rapport à tes traumas. Il n'y a pas de souci. Mais en attendant que tu t'en occupes, ils font partie de toi. Ça fait partie de ta personnalité en fait. Elle est modifiée, certes, mais elle est modifiée par rapport à des choses qui ont déjà été modifiées, parce que la vie est une succession de modifications de toi. Tu évolues, ça s'appelle l'évolution. Et l'évolution n'est pas forcément bénéfique. Elle ne va pas forcément vers quelque chose de bénéfique tout le temps. Ça varie. Parfois oui, parfois il y a du bon, parfois il y a du moins bon. C'est une succession de plein de choses en fait. La vie n'est pas que rose. La vie, elle est faite de plein de choses, de plein d'événements. Et ces événements, justement, vont petit à petit te modifier, te faire changer, te faire évoluer à partir d'une base que je n'arrive pas encore à définir clairement, parce que je ne comprends pas vraiment, mais apparemment cette base, c'est toi. Mais si le toi déjà est quelque chose qui a été construit, et qui n'existe pas à la base, je comprendrai que je ne comprends pas vraiment le délire. Et justement, cette pensée-là de si tu as des goûts, si de base tu es modifié par rapport à quelque chose, c'est bien que quelque chose existe à la base. Et la question que je me suis venu à me poser, c'est est-ce que ta personnalité existe à la base, en fonction de paramètres de naissance ou ce genre de choses, ou est-ce que ta personnalité est construite? Mais elle est construite à partir de quoi? C'est la question que je me suis posée. Il faut bien construire à partir de quelque chose. Tu ne peux pas prendre un matériau si tu ne peux pas construire une maison si tu n'as pas les matériaux. Et c'est cette question que je m'en suis venu à me poser. C'est à partir de quoi la personnalité est-elle construite? Apparemment, il y aurait des paramètres biologiques. J'en sais rien. Il faudrait que je me renseigne sur le sujet parce que ça m'a l'air très intéressant, mine de rien. Mais je pense que ce serait bien aussi d'avoir vos retours et vos avis sur la question. Ça, par contre, je vous laisse le champ libre pour me répondre vis-à-vis de ça. Il n'y a pas de souci. Et justement, j'en suis venu à me demander, avec tout ça, d'où viennent les goûts, tout simplement. Parce que tu apprends de base, en goûtant, que tu aimes tel aliment, que tu n'aimes pas tel aliment, mais tu fais aussi des expériences qui vont t'apprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Mais la vie en elle-même, au final, t'apprend sur toi-même. Tu ne peux... je remarque qu'il y a une part de connaissance de toi que tu ne peux acquérir qu'avec l'expérience, finalement. Parce que la connaissance de soi,
dans le développement personnel, purement méditatif, a une limite. La connaissance de soi passe aussi par l'extérieur, par les expériences, par le vécu. Bon ou mauvais, hein. Et c'est comme ça justement que tu acquiers la sagesse, en quelque sorte, je pense. Et ça, j'en suis venu à me poser la question. J'en suis venu à tout ça après une discussion avec Rock de la chaîne Rock Native, au cours de laquelle je lui faisais part de mes questions par rapport à l'authenticité, parce que je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qu'est l'authenticité, je ne le comprends pas. Parce que ça fait aussi partie du chemin de pensée que j'ai eu, l'authenticité, le soi, l'enfant intérieur, les émotions. Pour moi, c'est un peu un bloubi-boula, j'arrive pas vraiment à comprendre. Bref. Et il m'expliquait que le soi, enfin l'authenticité, c'est lorsque tu ne vas pas vers tes aspirations profondes, vers ce qui te fait vibrer intensément et complètement en intégralité. Lorsque tu es dans le déni de toi-même et que tu te mens à toi-même. Mais il m'a également précisé, que même lorsque tu es dans le déni de toi-même, tu restes toi-même. Mais tu n'es pas dans tes vibrations. Et là, j'ai commencé à y voir plus clair. Ce n'est pas parce que tu es dans le déni de toi-même que tu n'en restes pas moins de toi-même. Et franchement, cette phrase, pour l'entendre, il faut s'accrocher parce que ça te déglingue complètement la tronche. Lorsque tu es dans le déni de toi-même, de ton toi profond, tu n'en restes pas moins de toi-même. Pourquoi ? Parce que le déni vient de toi à la base. C'est toi-même qui te mets en déni. Donc c'est bien une application personnelle. On est d'accord. Et c'est là justement où j'en suis venu à me poser et à me demander et à me dire tout simplement, qu'est-ce qui te constitue ? Est-ce que tu n'es fait que de positif ? Non. Les traumatismes par exemple, ils font partie de toi jusqu'à ce que tu t'en occupes effectivement. Mais c'est pas parce que tu ne vas pas vers ce qui te fait vibrer intensément que tu arrêtes d'être toi. L'humain est fait naturellement pour aller vers le bonheur, pour aller vers ce qui le fait avancer sur son chemin de vie, sur son chemin de bonheur. Mais c'est pas parce qu'il est sur le chemin qu'il n'existe pas. Pour aller sur ce chemin, pour aller vers ta destination, qui est le bonheur finalement, il a bien fallu que tu avances. Donc il a bien fallu que tu aies des jambes. Donc il a bien fallu que tu existes pour avancer. C'est toi qui fais la démarche. C'est toi qui es acteur finalement. Donc tu es toi. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le Fabien Marchand. Avec son idée du faux self. Qui sous-entend que juste le runner en a un et que les autres non. C'est pas tant que les autres n'ont pas de faux self, c'est que sa définition du faux self est tellement bancale que au final je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui se pensent runner. Parce que c'est vraiment bancal. Et je remarque que les deux définitions, que ce soit du chaser et du runner, sont très similaires, voire même c'est la même chose, juste qu'il utilise des termes différents et des motivations différentes, mais qui au final se rejoignent aussi quand tu regardes bien. Bon, je vais pas entrer dans le détail, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que il y a beaucoup de choses qui me dérangent là-dedans, parce que le runner met son enfant intérieur. D'ailleurs, le concept de l'enfant intérieur, si je comprends bien, ce sont les émotions. Donc, tu mets tes émotions derrière une palissade pour ne pas que tes émotions te causent de la douleur. Et le chaser met ses émotions à la cave pour ne pas qu'elles lui causent de tort. Pour pouvoir aller vers ses objectifs principaux et fondamentaux. Mais comment ça se manifeste, bordel ? Et c'est là que j'en suis venu à me poser la question. Comment ça se manifeste ? Et je remercie. En fait, cette vidéo, je remarque que c'est une collaboration indirecte. Parce que là, je vais parler de Méléa. Méléa Brice, qui, ce matin, alors que je rentrais à 6h du matin, m'a fait la réflexion que
c'est pas que le chaser ou le runner s'empêchent de vivre leurs émotions, enfin s'empêchent de ressentir des émotions, parce que humainement, ne pas ressentir d'émotions, c'est impossible. Biologiquement, c'est impossible. Et c'est pour ça que ça me bloquait, ça, cette pensée que le runner ou le chaser ne ressent rien. Non, c'est pas vrai. Ils ressentent des choses, c'est pas vrai qu'ils ressentent rien. Juste, ils se laissent pas la possibilité de les exprimer à l'extérieur. Ça fait une grande différence quand tu le sais. Et c'est vrai, le chaser et le runner ne se laissent pas la possibilité d'exprimer les choses. Mais comme je disais, le concept de runner et de chaser, j'ai de plus en plus de mal. Parce que c'est très bancal au final. Et tout ça pour dire que l'authenticité, parce que c'est la base de ma vidéo finalement, c'est l'authenticité, c'est être soi, parce qu'on est toujours soi. On est toujours dans son intégralité soi, parce qu'on est toujours acteur de sa vie. Penser qu'on ne l'est pas, c'est se déresponsabiliser. Je pense. Et dans tout ça, dans cette volonté hallucinante de vouloir s'améliorer et de vouloir être tout le temps la même personne, comme je disais au début, je fais maintenant référence à une vidéo de Isabelle Padovani que vous pouvez retrouver en barre de description. Je pense que je vais mettre sa chaîne plus spécifiquement la vidéo où elle parle de ça. Mais elle fait mention que cette volonté de vouloir évoluer à travers un chemin spirituel est parfois très violente. Parce qu'on a une volonté de perfection, et tant qu'on ne l'a pas atteint, on continue à se flageoler quelque part. Il y a une forme de culpabilité à ne pas être tel que la spiritualité nous invite à l'être. Et c'est d'une violence incroyable. Et c'est exactement pareil là, ici, avec cette volonté de toujours être la même personne avec tout le monde. Non, on est qui on est un assemblage de plusieurs choses. On est un assemblage de plusieurs trucs qui sont pas forcément morcelés, comme le dit Méléa. Je sais pas si je partage encore ton avis sur ça. Je pense que tu vas voir cette vidéo de toute façon. Mais ce sont des parts de nous, peut-être morcelées, oui, c'est possible, qui interviennent en fonction de la personne à qui on parle, et en fonction des événements tout simplement, mais ça n'en reste pas moins toi. Et ça n'en reste pas moins légitime et complètement toi. Juste toi est composé de plusieurs choses. Tu es une composition de la vie. Comme une valise est composée de plusieurs compartiments. Donc tu peux ranger plusieurs choses et avec laquelle tu vas voyager dans la vie. Il faut que tu t'imagines que ta personnalité est une valise dont tu vas possiblement te délester de plusieurs choses au cours du voyage, tu vas en récupérer d'autres, mais la vie est un voyage et la personnalité est une valise dans laquelle il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses. Et tout ça, ce qu'il y a dedans, c'est toi. Je pense. Mais je ne reviendrai pas sur le fait que Rock, dans le fond, a peut-être raison quand il mentionne que tu arrêtes de vibrer, tu arrêtes d'être toi, profondément toi, à partir du moment où tu mets ce toi quelque part. Tu le pousses parce que tu n'as pas envie d'exprimer ce que tu penses vraiment, tu n'as pas envie d'exprimer ce que tu ressens vraiment. Et je dirais la même chose par rapport aux personnes dans le milieu qui rejoint Isabelle Padovani finalement, qui veulent à tout prix guérir leurs blessures, quitte à se faire du mal, quitte à se voir comme leurs propres ennemis, quitte à voir les blessures comme une épreuve à passer et un ennemi à combattre. Alors on va être clair tout de suite, à partir du moment où tu vois tes blessures comme tes ennemis, tu te vois comme tes ennemis.
À mon sens, toujours. Tes blessures te constituent. Tu ne vas pas te guérir en te faisant du mal. Tu vas juste rajouter une douleur supplémentaire finalement. Une douleur qui est complètement inutile d'ailleurs. Ça ne va rien arranger. Si ce n'est de te faire encore plus de mal. La compréhension de ta blessure est primordiale pour l'accepter, pour accepter que tu as vécu ça. La douleur fera toujours partie de la vie, fera toujours partie de toi. Mais elle arrêtera de t'atteindre autant à partir du moment où tu arrêteras de te battre contre. À mon sens. Je pense que c'est s'illusionner de vouloir penser que la vie peut être constituée uniquement de bonheur. Oui, l'humain est fait pour aller vers le bonheur en toutes circonstances, c'est sa motivation première. Mais la vie n'est pas que ça. Elle ne peut pas être que ça. La vie est une multitude de choses, tout comme toi. Tu es une multitude de choses, tu es une multitude de plusieurs facettes qui sont toutes légitimes finalement. Complètement, tu es complètement légitime à être plusieurs facettes de personnalité. Ça n'enlève rien à qui tu es toi. Et justement, j'en viens à parler de ça parce que derrière la volonté de penser que parce que tu communiques d'une différente façon avec plusieurs personnes, il y a peut-être une pensée mortifère, horrible, abominable, qui est que lorsque tu ne parles pas de la même manière avec une autre personne et la première a l'habitude de t'entendre parler d'une certaine façon, pensera que tu n'es pas toi en parlant à la seconde. C'est un argument d'autorité. Puisque la première a l'impression de mieux te connaître, elle aura l'impression, si tu parles avec une autre, de ne pas trop connaître. Et ne pas trop connaître, cela veut dire parfois ne pas admettre que tu es toi encore une fois. C'est déstabilisant, je l'entends. Mais c'est ainsi que la nature est faite, c'est ainsi que l'humain est fait. Et je pense qu'il est temps de rendre la légitimité de vos multiples facettes à vos facettes, à votre existence tout court. Je pense qu'il est temps. Je pense sincèrement qu'il est temps de vous rendre légitime à être et de ne plus culpabiliser à être différent en fonction des circonstances, en fonction de la personne à qui vous parlez, parce que cela peut être très dangereux pour la santé mentale, de vous penser illégitime, de vous penser faux. Il n'y a personne de faux. L'ego, tout ce que vous appelez l'ego, tout ça, cela fait aussi partie de vous. C'est une facette de vous. C'est pas pour rien que vous pouvez entretenir un dialogue avec. Cela se trouve dans votre tête, cela se trouve dans votre cœur, cela se trouve en vous. Tout ce qui est en vous est vous. On peut penser à, à un endoctrinement, à une idée qui est insufflée ou ce genre de choses. Mais cela n'en reste pas une partie de vous. Si vous acceptez que ça fasse partie de vous, ça fera partie de vous. C'est à vous de décider si vous voulez vider votre valise pour vous délester de ce poids ou continuer avec. Mais tant que vous n'aurez pas fait ce choix, cela fera partie de vous. Tout simplement. Et je pense ne pas avoir grand-chose à rajouter finalement. Je pensais qu'elle serait un peu plus longue. Finalement, non, pas trop. Je pense que je voulais aussi parler du libre arbitre, mais je ne sais pas où le placer parce que je vois pas l'intérêt. La construction de la vidéo m'empêche de le placer, c'est un peu gênant. C'est très gênant même. J'en parlerai peut-être une autre fois, ou si ça me revient
si ça me vient une idée pour le placer, je le placerai peut-être en disclaimer. C'est possible. Mais bref. J'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses, qu'elle t'aura éclairé, qu'elle t'aura rendu ta légitimité à être. Ne doute jamais que tu es toi, même lorsque tu as mal, même lorsque tu doutes. Les traumatismes, ils sont là. Ce que tu ressens, c'est là aussi. Ça attend juste une chose, c'est que tu puisses t'en occuper. Mais en attendant, c'est là. Ça ne bougera pas. Tout ça, ce sont des pensées que je voulais partager. Tu n'es pas obligé d'être en accord total avec moi, tu n'es pas obligé d'être en accord tout court avec moi. Mais je me devais de partager ça. Parce que cela me semble beaucoup trop important pour ne pas le faire. Et je pense que je te remercie de ton attention. Et ah oui, attends. Oui, ça y est, je sais où je voulais passer le libre arbitre. Ah ben non, finalement. Non, désolé de t'avoir fait perdre ton temps avec ça. Donc ça m'en vient, ça m'en viendra. Bref, à bientôt.